Le 30 juin 2012 à 23h59, un signal s'éteint quelque part dans les infrastructures de France Télécom. Pas de cérémonie officielle, juste un arrêt. Le réseau Télétel, après 30 ans de fonctionnement continu, cesse d'exister. Pourquoi le Minitel est-il devenu synonyme de retard français alors qu'il était l'expérience numérique la plus avancée de la planète? Encyclopédia saison 1, épisode 7, c'est parti. Encyclomédia, l'histoire des médias sur Radio Campus Paris. Un samedi par mois à 20h sur le 93.9 FM et radiocampusparis.org. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être à l'écoute de Radio Campus Paris. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Encyclopédia après une courte pause. Retour le 30 juin 2012, ce soir-là, le 3615 ULA, l'un des services les plus célèbres du Minitel, une messagerie rose qui a fait la fortune de dizaines d'entrepreneurs, reçoit encore 25 000 appels par mois. En Bretagne, des éleveurs utilisent encore le Minitel pour déclarer leurs données de production et récupérer leurs résultats d'analyse du lait. France Télécom estime que près d'un demi-million de personnes se connectent encore régulièrement. Des personnes âgées, surtout, qui appréciaient la simplicité du terminal et qui du jour au lendemain se retrouvent coupées de services qu'elles utilisaient parfois depuis plus de 20 ans. Dans la presse, on parle d'un objet dépassé, d'une curiosité française, d'un échec même face à Internet. Mais un entrepreneur français, Daniel Anabi, cofondateur du 3615 SM, voit les choses autrement. Dans un témoignage recueilli par les chercheurs Julien Mélan et Kevin Driscoll, il refuse le mot d'échec. 30 ans, dit-il, c'est long en technologie. C'est très long. 30 ans, le World Wide Web, au moment où le Minitel s'éteint, n'en a que 20. L'iPhone 5, le Minitel a mis en ligne un pays entier. Inventé le commerce électronique, la messagerie en temps réel, la banque en ligne, le paiement intégré, le tout une décennie avant que le reste du monde ne découvre Internet. Alors, comment se fait-il que cette histoire soit si mal connue? Pourquoi le Minitel est-il donc devenu synonyme de retard français alors qu'il a été l'expérience numérique la plus avancée de la planète? Eh bien, pour comprendre, il faut remonter bien avant Internet, il faut revenir à une époque où la France n'arrivait même pas à téléphoner. Au début des années 70, la France possède l'un des pires réseaux téléphoniques du monde industrialisé. Ce n'est pas une exagération, c'est un fait mesurable. En 1971, le taux de pénétration téléphonique français est équivalent à celui du Danemark en 1930, de la Suède en 1935, du Royaume-Uni en 1956. 47 millions de Français sont desservis par moins de 7 millions de lignes, un taux comparable à celui de la Tchécoslovaquie. Pour faire installer une ligne à Paris, il faut attendre 16 mois. La moyenne nationale est de 3 ans. Au même moment, aux États-Unis, 99% des installations sont réalisées en 3 jours. Les réseaux ruraux français sont encore commutés manuellement par des opératrices, un niveau d'automatisation équivalent à celui de l'Allemagne de l'Ouest en 1947. En 1955, le comédien Fernand Reynaud en fait un sketch resté célèbre. Pour appeler de Paris vers la banlieue, plaisante-t-il, l'appel doit transiter par New York. C'est drôle et c'est à peine exagéré. Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais le 22 à Agnès. Ce retard n'est pas une fatalité, c'est un choix. Pendant des décennies, l'État n'a tout simplement pas jugé le téléphone prioritaire. Yves Guéna, ministre des PTT sous Pompidou, le résume avec un aplomb confondant. Le téléphone, dit-il, ne sert qu'aux hommes qui traitent de graves affaires, et aux femmes qui ont quelque chose à dissimuler. C'est Pompidou lui-même, au début des années 70, qui commence à prendre la mesure du problème, et qui met en place les premiers mécanismes de financement pour le rattrapage. Mais c'est Valéry Giscard d'Estaing, arrivé à l'Élysée en 1974, qui accélère massivement. En une décennie, le taux d'équipement des foyers français passe de 25 à plus de 90%. La France a besoin de toi. Le plan s'appelle un téléphone pour tous. L'objectif, remplacer l'intégralité du réseau par un système entièrement automatisé et numérisé, capable de transporter aussi bien la voix que les données. Mais une modernisation de cette ampleur coûte cher, bien plus que ce que les revenus téléphoniques peuvent financer.
Il faut inventer de nouveaux services et de nouvelles sources de revenus. C'est dans ce besoin économique que naît l'idée du Minitel. En 1978, deux hauts fonctionnaires, Simon Nora, inspecteur des finances, et Alain Minck, ingénieur du corps des mines, remettent au président Giscard d'Estaing un rapport intitulé L'informatisation de la société. Ce rapport va changer l'histoire des télécommunications françaises. La menace pour Nora et Minck, c'est IBM. Le géant américain n'est plus seulement un fabricant d'ordinateurs, il est en train de bâtir des réseaux de télécommunications à l'échelle mondiale. La domination américaine de l'informatique est perçue comme une menace directe à la souveraineté nationale. Dès 1974, Giscard d'Estaing a alerté sur cette domination, décrivant la présence américaine dans les télécommunications et l'informatique comme une menace pour l'indépendance française, dans les domaines de la technologie comme de la culture. J'ai ici un rapport assez redoutable, un rapport sur l'informatisation de la société, la télématique, ça s'appelle. Et c'est l'ère nouvelle qui est annoncée dans ce rapport très important et qui a été publié aujourd'hui par messieurs Simon Nora et Alain Minck, rapport établi à la demande du président de la République. La télématique, c'est l'informatique orchestrant toute notre vie, pour nous distraire, pour nous faire travailler, pour organiser la sécurité sociale, la poste, la banque, bref, la révolution de l'ordinateur qu'on croyait derrière nous et qui reste encore à accomplir. Demain, annonce M. Nora, toutes les techniques aujourd'hui séparées de la presse, du téléphone, de la télévision, de la poste, fusionneront pour organiser ce monde de la télématique. La recommandation de Nora et Minck est sans ambiguïté. La France doit entrer dans la télématique, la rencontre du téléphone et de l'informatique, sans hésiter. Et pour y parvenir, l'État doit utiliser tous les moyens à sa disposition. Il y aurait la position de la France dans un rapport de force avec des compétiteurs qui échappent à leur souveraineté. Les pouvoirs publics doivent user sans pudeur de leurs atouts régaliens. Commander. Et décréter, la France va le faire. En 1978, le pouvoir exécutif approuve un projet expérimental de vidéotexte. La machine est lancée. Ce que visent Nora et Minck, au fond, ce n'est pas seulement un nouvel outil, c'est une réorganisation du rapport de force. Ils voient venir un monde où les réseaux de données pèseront autant que les réseaux de transport. Un monde où l'informatique, les télécommunications et les industries culturelles finiront par se confondre. Si la France laisse d'autres pays fixer seules les normes, les interfaces, les usages et les imaginaires, elle risque de devenir consommatrice sur son propre territoire. Le projet télématique est donc pensé à la fois comme une stratégie de souveraineté, comme une politique industrielle et comme une politique culturelle. Il s'agit de faire émerger en France non seulement des infrastructures, mais aussi des services, des entreprises, des métiers et bientôt des habitudes. Au même moment, dans les laboratoires de l'IRIA, l'Institut de recherche en informatique et en automatique, un ingénieur du nom de Louis Pouzin travaille sur un projet de réseau de données, appelé Cyclade, fondé sur une technologie révolutionnaire, le datagramme. Ces travaux inspireront directement les créateurs de ce qui deviendra le protocole TCP/IP, le langage d'Internet. Mais Cyclade est abandonné en 1979 au profit du réseau Transpac et de ses circuits virtuels, la technologie qui fera tourner le Minitel. Ce choix technique qui sépare le destin de la France de celui d'Internet fera l'objet de notre prochain épisode le mois prochain. L'homme qui va incarner le projet Minitel s'appelle Gérard Terry. Directeur général des télécommunications, polytechnicien, visionnaire, en février 1979, lors d'une conférence à Dallas, il prononce une phrase qui va déclencher une guerre. Je pense que la civilisation du papier a maintenant une durée de vie limitée. C'est une bonne chose, car le transport à pied, à cheval ou en voiture de quantités croissantes de papier asphyxie nos sociétés. La presse française entre en éruption. François-Régis Hutin, directeur de Ouest France, le plus gros tirage national, mène l'offensive. De mai 1979 à mai 1981, dans une série d'éditoriaux, il attaque le Minitel comme une menace existentielle pour la démocratie. La stratégie de la presse est, selon la formule de nos deux chercheurs, Mélan et Driscoll, brillamment schizophrénique. Deux campagnes sont menées en parallèle et elles se contredisent frontalement. Première campagne, le Minitel, c'est l'anarchie. Un espace sans règles où tout est permis, où la parole échappe à tout contrôle. Deuxième campagne, simultanée, le Minitel, c'est Big Brother. Une incursion de l'État dans les foyers
un outil de surveillance. En 1981, l'ombre de l'Union soviétique est encore massive dans l'imaginaire français. Et Hutin sait en jouer. Ses arguments mêlent peur du totalitarisme et défense de la liberté d'entreprendre. Il fait observer qu'il n'y a pas d'annuaire téléphonique à Moscou et qu'un pouvoir autoritaire pourrait très bien couper l'annuaire électronique. Dans une formule saisissante, il écrit que la liberté opprime et que la réglementation libère. L'argument est incohérent, on ne peut pas craindre simultanément l'anarchie et Big Brother. Mais il est efficace. La pression monte au Parlement et le résultat est concret. Un régime de censure préalable est instauré. Désormais, tout nouveau service doit obtenir une autorisation du préfet avant d'être connecté au réseau. Les effets de cette politique bureaucratique sont immédiats. En 1985, 3 chômeurs tentent de lancer un guide touristique de Grenoble sur Minitel. Ils ont le soutien financier du Crédit Agricole et un partenaire technique, le groupe Sopra. Mais la procédure d'autorisation est si opaque qu'ils écrivent à leur député, qui écrit au ministre des Communications, qui demande un avis juridique. 2 mois plus tard, la réponse arrive enfin. Et ensuite, les archives perdent leurs traces, impossible de savoir si Amphitel a réellement vu le jour. La bataille n'est pas seulement défensive, elle est aussi révélatrice. La presse se dit menacée, mais elle perçoit en même temps que quelque chose d'important est en train de naître. L'historienne Valérie Schaffer, dont nous avons recueilli le témoignage pour cet épisode, le rappelle. Une fois passée la phase d'hostilité, les journaux vont eux aussi investir le Minitel, y prendre place, y développer des services et y expérimenter ce qui ressemble déjà à de l'information en ligne. Autrement dit, la presse combat le système, puis y entre. Elle le dénonce, puis l'exploite. C'est tout le paradoxe du Minitel. Au revoir. Cinq, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. À tous, je dois, et l'honneur, et la charge des responsabilités qui désormais m'incombent. Ce qui dénoue la situation, c'est un événement extérieur au dossier Minitel. Le 10 mai 1981, François Mitterrand est élu président de la République. Terry, l'homme de Giscard, quitte la tête de la DGT. Son successeur, Jacques Dandou, nommé par le gouvernement Mauroy, est moins sensible aux arguments d'Hutin. Le rapport de force change. Et en février 1984, le compromis prend une forme concrète, le lancement du kiosque. La presse obtient l'essentiel de ce qu'elle voulait, une place privilégiée dans le système. Pour accéder au 3615 payant, il faut désormais être enregistré auprès de la commission paritaire de la presse. Autrement dit, pour être opérateur officiel du Minitel, il faut être un journal. 60% des revenus vont aux fournisseurs de services, 40% au PTT. La presse avait combattu le système, elle vient d'en devenir l'un des principaux bénéficiaires. Elle ne s'y opposera plus. La presse n'est pas le seul front. Revenons quelques années en arrière, à la fin des années Giscard. Au sein même de l'État, 2 administrations s'affrontent. D'un côté, la Direction générale des télécommunications, la DGT, que dirige Terry, qui veut un réseau interactif, bidirectionnel, un réseau où les citoyens peuvent émettre autant que recevoir, et de l'autre, Télédiffusion de France, TDF, qui conçoit le réseau de données comme un canal de plus pour la diffusion d'informations préapprouvées comme la télévision. Les 2 institutions sont ce qu'un ancien administrateur appelle des ennemis héréditaires. Le conflit se cristallise sur une question simple. Que se passe-t-il quand les citoyens ont la parole ? Terry se souvient d'une visite de Jean Autin, le directeur de TDF, venu le mettre en garde. Dans un témoignage livré à des historiens bien des années plus tard,
Il raconte que les gens de la télévision ne pouvaient tout simplement pas concevoir qu'on construise un réseau pour transmettre autre chose que du contenu préapprouvé, ce qu'il appelle des images administrées. Autain, selon Terry, l'aurait prévenu. Si vous ouvrez la boîte de Pandore, ce sera de la pornographie. Et plus tard, en forçant le trait, vous allez transformer la France en un gigantesque cinéma porno. La DGT l'emporte. Le Minitel sera interactif. Les citoyens pourront émettre. Et Autain, sur un point au moins, aura raison. La pornographie viendra. Mais elle ne détruira pas le système, elle fera sa fortune. Ce choix de l'interactivité est capital. Il ne s'agit pas simplement d'une divergence technique entre administrations, il s'agit de deux visions du public. Dans la première, héritée de la radio et de la télévision d'État, l'usager reçoit. Dans la seconde, il interroge, répond, écrit, bavarde, commande, paie, publie. Le Minitel ne sera pas un simple robinet d'informations administrées. Il deviendra un espace où les Français, parfois pour la première fois, feront l'expérience d'un écran qui leur répond. C'est cela aussi qui explique sa force historique, moins un ancêtre du web au sens strict qu'un apprentissage massif de l'interaction à distance. En 1981, à Strasbourg, un adolescent fait quelque chose qui va changer l'histoire du Minitel. Il s'appelle, ou plutôt il se fait appeler, Big Panther. Avec son ordinateur TRS-80, il pénètre le système interne de Gretel, un serveur expérimental développé par le quotidien Les Dernières Nouvelles d'Alsace. Et il découvre un menu caché. Et il ouvre une messagerie sauvage. Michel Landaret, qui gérait Gretel, raconte l'épisode dans un témoignage recueilli par Malan et Driscoll. Au début, c'était mignon, dit-il. On commandait des croissants à la boulangerie pour le dimanche matin. Et puis le premier pseudo grivois est arrivé. Peggy la cochonne. Ce qui se passe ensuite, personne ne l'avait prévu. Les messageries se multiplient et les Français s'y engouffrent. En 1986, 70% du temps de connexion sur Minitel est consacré aux messageries. L'écrasante majorité est rose, une petite messagerie avec 150 heures de connexion par jour rapporte plus de 2 millions de francs par an. Les records de factures individuelles atteignent des sommes vertigineuses. 225 000 francs sur 2 mois pour le plus gros consommateur de Gretel. Un employé de Teddy Calcatel passe 520 heures en un mois sur une messagerie. Le record de connexion continue, 74 heures. Landaret raconte que quelqu'un a fini par remarquer l'anomalie. Il a fallu envoyer une ambulance. L'attitude de la DGT face au Minitel Rose est un chef-d'œuvre d'hypocrisie institutionnelle. En public, lors des conférences, les représentants de l'administration qualifient les services adultes d'abomination. En privé, le message est différent. Landaret se souvient que Jean-Paul Maury, le chef de projet Minitel, lui aurait glissé « Surtout, ne vous arrêtez pas, c'est la seule chose qui rapporte de l'argent ». Mais comment un adolescent de Strasbourg et une messagerie rose ont-ils pu engendrer un écosystème de plusieurs milliards de francs? La réponse tient en un mot, le kiosque. Quelques années plus tôt, l'État a pris une décision qui va tout changer. Il distribue gratuitement des millions de terminaux dans les foyers français. L'argument officiel, remplacer l'annuaire papier, qui coûte une fortune à imprimer chaque année, par un annuaire électronique. En réalité, le terminal gratuit est un cheval de Troie. Une fois l'appareil dans le salon, il donne accès à des milliers de services. Et pour faire tourner ces services, l'État invente le kiosque. L'utilisateur paie à la minute, le montant apparaît sur sa facture téléphonique, et une part est reversée au fournisseur de services. Pas besoin de carte bancaire, pas besoin d'abonnement, n'importe quel entrepreneur peut lancer un service et gagner de l'argent dès la première minute de connexion. C'est cette mécanique qui transforme Peggy la cochonne en machine à cash, et qui va transformer bien d'autres choses. L'architecture est hybride. Le réseau est centralisé, les points d'accès vidéotexte, les PAVI, les nœuds d'entrée du réseau Télétel sont contrôlés par l'État. Et tout le trafic transite par Transpac. Mais aux extrémités, c'est décentralisé. Les serveurs sont privés, installés chez les fournisseurs, et l'État ne produit aucun contenu. Il crée la plateforme, il l'incite et il laisse faire.
Ce n'est pas du dirigisme pur, c'est ce que Malan et Driscoll appellent du venture capitalisme à la française. L'État forme les entrepreneurs, publie gratuitement de la documentation technique, subventionne les premiers services via la caisse des dépôts et tire un revenu de chaque connexion. Tout le monde a intérêt au succès de tout le monde. 30 ans plus tard, on appellera ça un App Store et on célébrera Steve Jobs comme un visionnaire pour avoir inventé exactement le même modèle. Valérie Schaffer est historienne, directrice de recherche à l'Université du Luxembourg. C'est l'une des spécialistes les plus reconnues de l'histoire des réseaux et des médias numériques en France. Nous l'avons rencontrée pour cet épisode et nous raconte ce modèle. C'est quelque chose d'assez, même de très novateur et d'inattendu et que, bien des pays qui n'ont pas réussi à implémenter avec, succès la, télématique nous ont envié. Donc il y avait, des, essais dans plein de pays. On a eu le Bildschirmtext, en Allemagne, on a eu d'autres, équivalents en Grande-Bretagne, mais sur télévision ou autres qui n'ont pas pris et en France, ça a pris. Alors, est-ce que c'était un échec? Bah, pas du tout à l'époque, ou alors il faudrait demander, ou voir, de quel côté on se place. C'est en tout cas pas un échec, pour, les télécoms. C'est très rémunérateur pour eux, mais c'est pas non plus un échec pour les créateurs de contenu qui vont aussi, pour certains, bénéficier, hein, des, recettes du Minitel. Mais on parle pas là que de business model. Il y a eu un modèle économique, qui était bien pensé, qui était, rémunérateur, qui était bien pensé, pas forcément côté utilisateur qui se perdait sur ce qui n'avait pas été voulu à l'époque, mais ou dans le projet initial, les messageries roses et qui oubliait que le compteur tournait, ou pour le Minitel professionnel, hein, qui atteignait, qui était, coûteux. Alors que l'annuaire électronique était, lui, un d'usage, gratuit pour inciter à s'équiper en, Minitel et aussi à consulter, hein, ce type de service. Mais donc c'est pas qu'un modèle économique qui va s'avérer, extrêmement, fructueux et faire la fortune de certains. C'est aussi tout le passage, c'est ce qu'on avait voulu montrer à l'époque, avec, Benjamin Thierry dans l'ouvrage, hein, Le Minitel, l'enfance numérique de la France en 2012, au moment où s'arrêtait le réseau Transpac et donc plus ou moins le Minitel, dont les services étaient supportés par ce réseau Transpac. Ce qu'on avait voulu montrer, c'est que, remis en contexte, et si on ne lit pas cette histoire à l'aune de l'arrivée d'internet ensuite, on est bien dans les balbutiements de cette histoire numérique où des millions de Français vont faire l'expérience de culture numérique, d'usage d'interrogation de bases de données, de connexion à des services en ligne, alors de façon plus ou moins volontaire. Vous vouliez vos résultats de bac à l'époque, il fallait, hein, aller sur, Minitel. Des Minitel qu'on a trouvés à domicile puisqu'on pouvait se les procurer gratuitement, hein, et c'était, au prétexte justement de cet annuaire électronique implémenté qui devait remplacer, le bottin papier énorme, pas à jour nécessairement. Mais on trouvait aussi des Minitel dans les postes, dans d'autres endroits, comme on va ensuite trouver, des, bornes d'accès à internet et au web quelques années plus tard. C'est le mois de juillet 1986. Pour la première fois de leur vie, des milliers de familles françaises ne vont pas attendre l'affichage des résultats du baccalauréat sur les panneaux des lycées. Elles les ont déjà. Depuis la nuit, elles veillent dans le salon devant le petit terminal beige posé sur la table basse. Sur l'écran noir et blanc, les notes de l'éducation nationale s'affichent à la seconde où les jurys les valident. Le 3615 édu, le rituel national vient de changer de forme. Pour une génération entière de lycéens français, le premier rapport à une base de données, c'est cette nuit-là. Ce n'est pas un gadget, ce n'est pas un prototype, c'est de l'infrastructure. Elle est déjà là, chez des millions de Français, gratuite, branchée à côté du téléphone. La SNCF l'avait compris un an plus tôt. Dès 1985, le 3615 SNCF permet de consulter les horaires, de réserver un billet, de payer sur la facture téléphonique
sans carte bancaire. Il faudra attendre 2000 pour qu'un équivalent existe sur Internet, en France comme à l'étranger. Le Crédit Mutuel et le CCF ouvrent la banque en ligne dès 1983. Consultation des comptes, virements, découverts. Boursorama, d'abord service Minitel au début des années 90, deviendra plus tard la première banque 100% numérique en France. L'affiliation est directe, mais elle est oubliée. Dans la petite ville de Parthenay, dans les Deux-Sèvres, le maire décide en 1985 de numériser toute l'administration locale sur Minitel. Demande d'état civil, réservation de salles municipales, calendrier des manifestations, horaire de la piscine, Parthenay devient une référence internationale de la ville télématique. Des délégations japonaises et canadiennes viennent visiter. On est en 1985. L'Internet grand public n'existe pas. Un terminal dans la cuisine, entre la cafetière et le calendrier des postes, accès aux comptes bancaires, aux billets de train, aux résultats du bac, à la météo, aux codes de la bourse, et tout cela sans débourser un centime pour la parole. La bourse, c'est mon univers. Et pour vous, c'est un peu compliqué. Alors pour vous aider, j'ai un bon conseil, un service sérieux, monnaie sur votre Minitel. Jane, à ce jeu de l'amour et du hasard, j'ose, je joue, j'aime. Jamais je n'aurais cru que d'une simple pression sur un bouton, je puisse t'atteindre. Ton code me fascine, Jane. Et je te rencontre enfin avec des milliers de mots sur l'écran bleu de mon Minitel. Jane, le jeu de l'amour et du hasard. Game numéro 1 sur les mers, nous saillons. Game numéro 1 dans les airs. La flotte, je sais aussi. Game numéro 1 dans l'espace. 3615 Game, numéro 1 des jeux en réseau. Au début des années 90, le Minitel atteint son apogée. 6,5 millions de terminaux en circulation, 25 000 services actifs. La France est, selon les mots de 2 chercheurs du CERN, le pays le plus câblé du monde. Dès 1983, les 3 Suisses avaient lancé leur service T-Suisse, 400 000 connexions par an, bientôt 10% de leur chiffre d'affaires. En 1994, 1 200 000 foyers français passent commande par Minitel, pendant qu'aux États-Unis, à la même date, seuls 800 000 foyers font de même sur Internet. La France fait du e-commerce avant même que le mot existe. Le Minitel n'est donc pas un gadget, c'est une infrastructure de la vie quotidienne. Et comme toutes les infrastructures qui fonctionnent, elle finit par devenir invisible. Ce qui est à la fois la marque de son succès et le début de son problème. Car le succès du Minitel porte en lui un piège. Le système kiosque, si ingénieux, crée une dépendance économique. Pour des millions de fournisseurs de services, le Minitel est une rente. Chaque minute de connexion génère un revenu garanti sans avoir à se soucier du marketing, du paiement, de l'infrastructure. Migrer vers Internet, un réseau sans système de facturation intégré, sans modèle économique clair, serait un suicide commercial. Dominique Barrault, directeur du développement de Dégriffe Tour, l'un des grands opérateurs de voyage sur Minitel, le dit sans détour en 1997. Si nous devions abandonner les revenus du Minitel et offrir nos services sur Internet, nous serions amenés à déposer le bilan. L'intérêt des fournisseurs de services est parfaitement aligné avec celui de France Télécom. Personne n'a intérêt à la transition. Ce n'est pas un complot, ce n'est pas un sabotage, c'est un verrouillage systémique. La conséquence naturelle d'un écosystème qui fonctionne trop bien pour vouloir changer. Et pendant que l'écosystème français savoure son succès, le monde change. Nous avons laissé Gérard Terry à la tête de la DGT, en train de bâtir le Minitel contre la presse à la fin des années 70, début 80, contre TDF, contre tous ceux qui ne croyaient pas au réseau interactif, et il avait gagné. Son système était devenu une infrastructure nationale, mais en 1994, Terry est à la retraite, et le gouvernement lui confie une nouvelle mission, rédiger un rapport sur les autoroutes de l'information. La question au fond est simple, qu'est-ce que la France doit faire d'Internet ? La réponse de Terry est nette. Internet ne saurait, dans le long terme, constituer à lui tout seul le réseau d'autoroutes mondiales. Internet, pour Terry, a des défaillances en matière de sécurité, de fiabilité et de facturation. On peut sourire aujourd'hui, mais Terry n'est pas un ignorant. C'est l'homme qui a construit le système numérique le plus avancé de son époque. Il raisonne depuis la logique de son propre succès. Un réseau sans facturation intégrée, sans contrôle de la qualité de service,
sans architecture centrée sur l'opérateur, pour un télécommunicant français de cette génération, c'est un non-sens. Et c'est exactement l'angle mort que crée le succès. Et Terry n'est pas seul. Au CNET, le Centre national d'études des télécommunications, laboratoire de recherche de France Télécom, le protocole TCP/IP, le langage Internet, est regardé avec méfiance. Pour les ingénieurs de Transpac, TCP/IP est un protocole américain, issu du monde universitaire, conçu sans se soucier de la facturation ni de la garantie de service. Un protocole, selon le mot d'un des cofondateurs de Wanadoo, un peu suspect. Tout l'opposé de la culture télécom française. Au milieu des années 90, pourtant, le web devient une réalité. En 1993, le navigateur Mosaïque rend Internet accessible aux non-spécialistes. En 1995, les premiers fournisseurs d'accès français ouvrent leurs portes. Club Internet, Olean et FDN, la doyenne qui existe depuis 1992. Pour France Télécom, la question n'est plus de savoir si Internet va arriver, c'est de savoir quoi en faire. C'est toute la difficulté pour nous de relire les années 90 sans théologie. Nous savons ce qu'Internet va devenir, eux non. Au moment où le web arrive, il n'apparaît pas encore comme une évidence supérieure sur tous les plans. Il est plus ouvert, oui, plus souple, mais il est aussi plus confus. Il n'offre ni système de paiement intégré, ni contrôle de la qualité de service, ni repère stable pour l'usager ordinaire. Les contenus sont souvent en anglais, les moteurs de recherche ne jouent pas le rôle qu'ils joueront plus tard. Du point de vue d'un opérateur télécom ou d'un fournisseur de services français, le web n'est pas encore un Eldorado. C'est un pari. Et du point de vue de l'usager, ce pari est loin d'être confortable. Pour entrer sur Internet, il faut un ordinateur personnel, un modem, un fournisseur d'accès Internet, des logiciels installés, des paramètres à configurer et parfois une hotline à appeler après de longues minutes d'attente. Le Minitel, lui, se branche et fonctionne. Alors certes, il est lent, il est limité, il est monochrome, mais il marche. Il est là. Il ne demande ni culture informatique préalable, ni investissement lourd. Et dans les témoignages de l'époque, on voit bien ce contraste-là. Internet fascine, mais le Minitel rassure. Dans un entretien accordé à Encyclomédia, Philippe de Wost, un des cofondateurs de Wanadoo, décrit l'atmosphère de l'intérieur. France Télécom, en 1994-1995, n'est pas hostile à Internet. C'est selon sa formule, ce qu'on appellerait aujourd'hui une boîte de tech. Mais c'est précisément cette identité qui rend l'arrivée d'Internet difficile à digérer. Un double scepticisme. De business d'abord, le Minitel pèse 10 milliards de francs de revenus par an. On ne jette pas ça par la fenêtre pour un protocole dont personne ne sait encore comment il va payer son infrastructure. Technologique ensuite, TCP/IP est un standard américain qui fonctionne en mode best effort, sans les garanties de qualité de service intégrées dans Transpac. Pour les ingénieurs formés sur ce réseau, c'est de l'ingénierie à la débrouille. Ce n'est pas de l'obscurantisme. Ce sont de bonnes raisons, et c'est contre ces bonnes raisons que la décision de basculer vers Internet sera prise. Enfin, le monde des télécommunications n'y est pas totalement opposé ou fermé pour certains. Il y a quand même depuis quelques années des gens au sein des télécoms qui travaillent pour développer Internet, notamment au sein du monde de la recherche et des réseaux de la recherche comme Renater. Donc il y a des gens qui ont une expérience et une compréhension fine de ces enjeux. Mais les questions, c'est quel modèle économique, les enjeux de scalabilité, de montée en échelle et d'offre de services, le modèle qu'il faut développer. Et il n'y a pas que les télécoms qui ne savent pas. Il y a des fournisseurs d'accès Internet qui se lancent avant les télécoms. Beaucoup ne survivront pas à l'arrivée ensuite des télécoms et de Wanadoo et des gros, et d'une forme de concentration ensuite des offres des FAI. Et beaucoup hésitent aussi, même dans les fournisseurs de contenu. Est-ce qu'il faut faire des offres un peu fermées? Ou est-ce qu'il faut, où on sélectionne pour les gens, leur offre, c'était le modèle d'Infony et d'autres, ou est-ce qu'il faut au contraire une offre complètement ouverte et les gens naviguent dans la toile, mais enfin naviguent parfois un peu sans gouvernail ou sans direction. Et ce qui est très intéressant, c'est que, on l'a dit, donc les télécoms étaient hostiles, bien sûr que certains s'accrochaient au modèle qu'on maîtrisait, enfin quand je dis on, qu'ils maîtrisaient, à savoir Minitel, business model, le terminal, etc. Mais il y a eu aussi beaucoup de tâtonnements parce que le modèle n'était pas stabilisé. Donc par exemple, est-ce qu'il fallait faire du mail par Minitel? Il y a eu le kiosque Minitel qui tentait ça. Des débats au moment où on lance Wanadoo.
L'historienne Valérie Schaffer a eu l'occasion d'interroger pour les cahiers de l'histoire de l'informatique Roger Courtois, le premier PDG de France Télécom Interactive, la filiale qui a créé l'offre d'accès à Internet du groupe. Son avis et celui de Gérard Emery, qui lui était en charge de la division multimédia de France Télécom, divergeaient sur le poids accordé au contenu et au contenant. Et il dit, Gérard était un ingénieur de feu l'ORTF, donc c'était l'Office de radio-télévision française. C'était un communicant qui était plus motivé par le contenu que par le contenant. Là, il a rencontré une résistance au sein de nos équipes, enfin de notre équipe, car nous étions persuadés que le cœur de notre métier, ce n'était pas de faire du contenu. Donc, il y a des gens qui veulent fournir du contenu, il y a des gens qui sont plus tournés vers les infrastructures et le contenant. Vous voyez, au sein même, en fait, des télécoms se posent ces questions et pas seulement au sein des télécoms. Donc, ce qu'exprime Gérard Terry, cette réticence des télécoms, elle a été une réalité. Ce n'est pas les premiers à s'emparer d'Internet et du web, mais ce n'était pas facile pour un grand opérateur, d'une part, de proposer une offre, de voir. Ils disent d'ailleurs, au départ, ils démarrent avec le droit, finalement, pas au déficit, mais à un modèle qui ne soit pas totalement stabilisé. Mais certains racontent aussi, parmi les pionniers de Wanadoo, quand on faisait des présentations de l'économie d'Internet, ce qu'on entendait, c'est ça ne tient pas debout votre truc, ce n'est pas possible. Donc, bien sûr qu'il y a eu à la fois du temps, des réactions parfois hostiles, parfois critiques, mais dans une période aussi où les télécoms explorent par ailleurs, où il y a plein de gens là qui cherchent à voir qu'est-ce qu'il faut offrir. Et pour finir, juste un souvenir, alors j'essaye de me remémorer qui avait dit ça, mais il y avait eu un salon en 95, multimédia, etc., à Genève, et un des témoins que j'avais interrogé expliquait qu'en fait, les télécoms, c'était Yves Parfait qui a aussi contribué à toute cette création de Wanadoo, et il se souvient que les télécoms présentent alors 4 stands différents. Il y en a un pour l'accès à Internet, un autre pour les pages jaunes, il y a un kiosque micro avec un mélange Minitel Internet, il y en a un qui s'appelle France en ligne. Voilà, parce que on est à un moment où, en fin de compte, il y a des expérimentations un peu partout et les télécoms n'y échappent pas. Plutôt que de basculer vers Internet, France Télécom tente des hybridations, des passerelles entre les deux mondes comme pour gagner du temps. En 1997, le service Minitel-Net permet d'envoyer et de recevoir des emails depuis un Minitel. Le prix, entre 23 et 45 centimes la minute selon l'heure, facturé sur la note de téléphone. 1 million d'adresses électroniques sont ainsi créées. En 2000, Yahoo lance un 3615 Yahoo. AltaVista a sa propre offre Minitel. Et en 2001, l'émulateur eMinitel, qui permet d'accéder au service Minitel depuis un ordinateur, est téléchargé 500 000 fois et génère 10% du trafic total du réseau. Sur la page d'accueil du 3615, un lien mène vers l'annuaire des services Internet. Parmi eux, 3615 Club Internet, Wanadoo ou encore Caramel. Ce sont des images un peu étranges, deux époques qui cohabitent, qui se chevauchent et qui refusent de se quitter. Mais ces hybridations ne sont pas des aberrations, elles sont des solutions de transition. On tente de faire du mail sur Minitel, on grève des passerelles, on invente des formules mixtes. Alors oui, ces bricolages paraissent étranges après coup, sur le moment, ils sont parfaitement rationnels. Quand un écosystème a formé des entreprises, des métiers, des revenus, des réflexes et même une culture du clavier, on ne l'abandonne pas du jour au lendemain parce qu'un autre système paraît plus prometteur. Le 25 août 1997, à Ourtin en Gironde, le Premier ministre Lionel Jospin prononce un discours qui va marquer la fin d'une époque. Il dit 2 choses. Le faible taux d'équipement des ménages en micro-ordinateurs ou le nombre encore limité d'utilisateurs français d'Internet témoignent effectivement d'un retard. Et puis, je souhaite que France Télécom propose des solutions incitatives afin de favoriser la migration progressive du très vaste patrimoine de services du Minitel vers Internet. Le mot est lâché. Migration. Le Minitel est désormais officiellement un frein. Louis Ronsin, président du syndicat de la télématique, est furieux. Je suis choqué par l'intervention du gouvernement sur un choix technique aussi complexe. Ce n'est pas à un Premier ministre de donner des conseils de stratégie industrielle. Ronsin ne demande pas la migration vers Internet. Il demande la modernisation du Minitel.
Un écran couleur, de l'hypertexte, des icônes, tout en conservant le système kiosque qui a fait la fortune de la télématique française. Après Ourtin, France Télécom n'ose plus parler du Minitel pendant 3 ans. Et quand le sujet revient dans le débat public, c'est pour constater une ironie cruelle. Sur Internet, personne ne sait comment faire payer les utilisateurs. Le système kiosque, que tout le monde moquait, est désormais qualifié de trait de génie. Au sein même de France Télécom, rien n'est complètement stabilisé à cette époque. Les années 1994-1996 sont des années d'essai. Faut-il proposer un univers fermé, à la manière d'AOL ? Faut-il transposer l'esprit du kiosque sur ordinateur ? Faut-il embrasser franchement le protocole IP et l'Internet ouvert ? Ce flottement est essentiel à raconter, parce qu'il casse le procès facile, instruit après coup. Non, les télécoms français n'ont pas simplement refusé Internet. Par aveuglement borné, il y a bien eu des résistances, des inerties, des intérêts matériels, mais il y a eu aussi des explorations, des désaccords et des doutes sincères sur le modèle à suivre. Toujours dans cet entretien, Philippe Debosc raconte un arbitrage qui dit tout de la période. Avant d'être Wanadoo, le service a failli s'appeler autrement. À l'intérieur de France Télécom, en 1996, il fallait un nom. Une agence avait été consultée, sans résultat convaincant. Une proposition émerge collectivement. FT36. Le code FT pour France Télécom, suivi du 36, le numéro court du Minitel. Un nom qui affiche la filiation, qui dit aux utilisateurs, c'est la même maison, vous restez chez nous. FT36 est soutenu, selon Debosc, par les tenants de l'ancien monde du vidéotexte. Ceux qui veulent que le nouveau service d'accès à Internet porte visiblement la marque de continuité avec le Minitel. Face à eux, l'équipe multimédia qui travaille sur un projet de service en ligne avait un nom de code depuis un certain temps, Wanadoo. Un nom anglo-saxon, sans référence institutionnelle, sans numéro de kiosque. Un nom qui dit l'inverse, c'est autre chose, c'est une rupture. L'arbitrage entre FT36 et Wanadoo n'est pas qu'une question de marketing. C'est le conflit culturel interne entre deux visions de ce que France Télécom va devenir sur Internet, résumé en 2 étiquettes. Wanadoo l'emporte, le service est lancé le 2 mai 1996, des batteries de modem pour l'accès, une page d'accueil, un webmail basique, une bibliothèque de logiciels à télécharger. Le décor est planté, mais pendant encore plusieurs années, le nouveau monde va devoir cohabiter avec l'ancien, à l'intérieur d'une seule et même institution. Le 2 mai 1996 marque le lancement de Wanadoo. Avec cette nouvelle marque, France Télécom promet de relier les foyers français au web sans rompre avec le Minitel. Courrier électronique, forum, sélection de services en français ou encore galerie marchande, Wanadoo se voit comme la porte d'entrée vers Internet. Côté tarif, l'opérateur reste prudent. 55 francs pour 3 heures, 110 francs pour 15, plus 190 francs de frais d'inscription. Pas de quoi effrayer AOL ni CompuServe. Ce qui se passe dans les 2 ans qui suivent va donner raison à ceux qui avaient parié sur Internet. Debosc raconte l'explosion. Wanadoo passe de 20 000 abonnés fin 1996 à plus de 400 000 en 1998. Une croissance de 400% par an. Un trimestre d'Internet, selon la formule qui circulait alors, c'était une année d'exploitant de télécommunications. Et 4 années de CCITT, l'instance de normalisation internationale. Le rythme n'était pas le même, le monde n'était plus le même. Les sceptiques des premiers jours n'ont pas disparu. Ils ont été dépassés par la vitesse. Et dans cet emballement, une chose étrange se produit. Les compétences héritées du Minitel, qu'on aurait pu croire obsolètes, s'avèrent en fait précieuses. Parce que les équipes qui savaient construire un service en ligne pour des millions d'utilisateurs, qui savaient gérer la facturation, la relation client, l'hébergement de contenu, la modération des messageries, c'était celle-là même qui avait fait tourner le Minitel pendant 15 ans. Wanadoo, finalement, n'est pas une révolution contre le Minitel, c'est une continuation avec un autre protocole. Valentin Lacambre a 25 ans en 1994. Il travaille dans une société qui fait du Minitel. Il gère un service hébergé sur le 3616, Alterne, où il publie des contenus que France Télécom n'approuve pas toujours. Et il regarde arriver Internet avec une curiosité mêlée d'impatience. Dans le livre de Valérie Schaffer, En construction, il déclare « Je bosse dans une boîte qui fait du Minitel. J'ai compris que je ne suis pas fait pour obéir.
J'avais fait 36-16 alternes, et à un moment donné, il y avait des velléités de France Télécom. On les voyait arriver sur Internet petit à petit. Ce qui est frappant dans ce témoignage, c'est la continuité. La Cambre ne rompt pas avec le Minitel, il le traverse. Il en prend les réflexes, héberger, publier, résister aux pressions, et les porte dans le web. Il deviendra l'un des premiers hébergeurs web français, et son site alterne.org, ouvert en 1994, accueillera des milliers de pages personnelles à l'époque où le web français commence à peine à exister. Il n'est pas seul. Xavier Niel, qui a fait fortune avec le Minitel Rose, avant même la majorité, rachète une petite société et la rebaptise Iliad, maison mère de Free. Jean-David Blanc fait passer Allociné du 3615 au web. Daniel Kaplan, entrepreneur télématique depuis 1986, fonde la FING, la Fondation Internet Nouvelle Génération. Aucun d'eux ne repart de zéro, ils migrent. La télématique française n'a pas empêché Internet en France. Elle a formé les gens qui l'ont construit, et Valérie Schaeffer le rappelle, ces passeurs ne revendiquent pas toujours leur passé Minitel, comme si l'objet avait été si rapidement décrédibilisé qu'il fallait mieux ne pas l'afficher. Mais pour eux, il a été fondateur. Et derrière les grandes figures, c'est toute une génération de concepteurs, d'intermédiaires, de petits éditeurs et d'usagers avancés qui a fait ses armes dans cet univers, et qui sait déjà quand le web arrive qu'un service en ligne peut avoir un public, qu'une interface peut créer une habitude, et qu'un réseau peut devenir un marché. Nous sommes revenus au 30 juin 2012. Le réseau Télétel s'éteint, un groupe de soutien au Minitel s'est même constitué sur Facebook, l'ironie ne manque pas. Daniel Hanabi était là au début. Il a cofondé le 3615 SM, il a regardé le système grandir, et il a vu l'extinction. Et dans un témoignage recueilli par les chercheurs Malan et Discol, il refuse le mot d'échec. 30 ans, dit-il, c'est long en technologie. Et il avait raison. 30 ans de Minitel, c'est 30 ans de pratique numérique quotidienne pour un pays entier. 30 ans de commerce en ligne, 30 ans d'expérimentation et 30 ans d'invention. Et une décennie d'avance sur le reste du monde. L'essentiel ne s'efface pas parce qu'un réseau s'arrête. La France n'était pas seule à tenter l'aventure. L'Allemagne a lancé son Bildschirmtext, le Royaume-Uni son Prestel, le Japon son Captain. Partout la même mécanique de départ, nulle part la même ampleur. Seule la France a généralisé la télématique à l'échelle d'un pays entier. Ce n'est pas une illusion française, c'est un fait français. Et c'est ce fait qui rend la comparaison suivante si dérangeante. Si l'on regarde l'App Store d'Apple aujourd'hui, ou le Google Play de Google, même micro-paiement centralisé, même commission sur chaque transaction, même contrôle des contenus, on retrouve exactement la logique du kiosque. Avec une différence fondamentale, le kiosque était un service public, soumis au droit administratif, ouvert à n'importe quel fabricant de terminal. L'App Store est un système privé, sans transparence, sans recours, réservé aux seuls appareils d'Apple ou Android pour le Google Play Store. Autrement dit, ce que nous utilisons aujourd'hui est plus fermé, plus centralisé et moins soumis au contrôle démocratique que le Minitel ne l'a jamais été. Et personne ne le qualifie de retard. Mais la minitelisation d'Internet, est-ce que ça ne serait pas aussi, comme le suggèrent les historiens Valérie Schaeffer et Benjamin Thierry, le souci de simplicité, l'humanisme technologique, cette prise en main intuitive à la portée de tous qu'Apple a su incarner ensuite. Le Minitel était frustrant, lent, limité, mais il marchait, et il ne laissait personne au bord de la route. L'histoire du Minitel n'est pas une histoire d'échec, c'est l'histoire d'un succès si massif qu'il a rendu aveugles ceux qui en bénéficiaient. C'est l'histoire d'un écosystème qui a formé une génération, inventé des usages et bâti les fondations de l'Internet français, avant de mourir de son incapacité à muter. Et si la France avait fait un autre choix technique dans les années 70, si au lieu d'abandonner Cyclade et le datagramme, elle avait poursuivi la route ouverte par Louis Pouzin, c'est une question pour notre prochain épisode. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Encyclomédia. Dans la continuité, je vous conseille vivement quelques lectures. Le Minitel, l'enfance numérique de la France, paru aux éditions Nuvis de Valérie Schaeffer et Benjamin Thierry. En construction, la fabrique française d'Internet et du web dans les années 90 de Valérie Schaeffer à retrouver aux éditions INA. Pour les anglophones, Minitel, Welcome to the Internet de Julien Mélan et Kevin Discol aux éditions Platform Studies. Et pour les technophiles, je vous conseille de suivre la page LinkedIn de Philippe Devost qui regorge d'articles et de posts passionnants. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver de temps en temps dans l'excellente émission Tech & Co La Quotidienne sur BFM Business.
Merci à Valérie Schaffer et Philippe Devost pour leurs éclairages. Un grand merci à vous pour votre écoute et votre fidélité. Cette émission est à retrouver en podcast sur radiocampusparis.org et les plateformes d'écoute. D'ici là, on se retrouve sur les réseaux sociaux et en cyclomédia.fr. Très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Paris.